Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Déjà, ça ne parle pas que de sport, et c'était aussi ma volonté avec Championne du Monde, c'est qu'il y ait plein de gens qui ne s'intéressent pas de manière technique ou à la performance vraiment sportive. Et c'est pour ça que les sujets sont assez vastes, et c'est des sujets de société en fait. Donc même si tu t'intéresses pas spécifiquement au sport ou à un sport en particulier, tu peux trouver de l'intérêt. Parce qu'on parle de sujets beaucoup plus vastes et beaucoup plus grands que le sport. Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes puisque très tôt je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit évidemment toujours aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports. Et ce que je préfère surtout, c'est encourager les athlètes tricolores. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques, et j'ai à cœur d'entendre également les histoires de celles et ceux qui font vivre le sport de haut niveau. Et c'est le cas de mon invitée du jour. Son activité à elle, c'est de parler dans un micro. Journaliste, speakeuse et podcasteuse, elle met en lumière les athlètes et particulièrement les sportives. Cléo Hénin est l'hôte du formidable podcast Championne du Monde et ensemble, nous avons parlé de ces sportives qui la faisaient rêver petite, de comment se faire une place en tant que femme journaliste dans le monde du sport. Elle nous raconte comment lui est venue l'idée de lancer son podcast, des retombées ou pas, suite aux très beaux résultats des Françaises aux Jeux de Paris 2024. Bref, Cléo nous livre ses combats et ses doutes pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la barrière quand on passe de supportrice à intervieweuse. Je te souhaite une très bonne écoute et ensemble, vibrons plus fort. Lors des Jeux de Paris 2024, j'étais à Paris pour deux raisons. La première, évidemment, je voulais profiter de l'ambiance, voir des épreuves et partager avec les supporters français ce moment historique qu'on a vécu à la maison. Et la deuxième raison, je voulais rencontrer des athlètes et des journalistes parce que j'avais déjà Tribune et Podium en tête et je voulais leur proposer de participer. Et il y en a une que j'ai traquée partout dans les couloirs du Club France. J'ai passé une journée là-bas en essayant de la rencontrer parce que je sais qu'on partage les mêmes valeurs et que potentiellement ça pouvait matcher. Et donc elle est aujourd'hui à mon micro. Je suis très très contente de te recevoir. Bonjour Cléo. Bonjour, ça va ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va. Nickel. Est-ce que tu peux te présenter dans ton activité autour du sport en une phrase pour commencer ? Alors, je m'appelle Cléo Hénin, je suis journaliste de sport, speaker et podcasteuse également dans le milieu du sport, avec, on va dire, une petite affinité avec tout ce qui touche au sport féminin et à l'inclusivité plus globalement, on va dire, qui sont des sujets qui me sont chers. Et qui tu es en dehors du journalisme sportif ? Qui je suis en dehors du journalisme sportif ? Écoute, une passionnée de sport, surprenant de base, qui vient d'une famille 100% sportive où tout le monde travaille dans le milieu du sport, parents professeurs de PS, sœur coach sportive, ancienne championne du monde de boxe, nièce taekwondoïste, t'es bien entourée, quoi. qui a fait les Jeux de Paris, etc. Donc beaucoup de sport autour de moi depuis que je suis toute petite. Et à côté de ça, écoute, je sais pas, j'ai plein de passions aussi. Il y a pas que le sport qui m'intéresse, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans la vie, mais j'avoue que depuis quelques années, ça guide quand même pas mal de choses. Donc dans ta vie. Et alors, tu l'as dit, ta famille a un ancrage sportif. Comment ça a commencé pour toi, le sport ? C'était une évidence, du coup ? C'était une évidence. Moi, je m'en souviens pas, mais c'est à 3 ans, mes parents me mettaient déjà à la baby gym. J'ai des vagues souvenirs de moi en train d'essayer de faire des roulades sur des tapis. Mais non, c'était une évidence pour eux dès toute petite, et en tout cas que le sport, l'activité physique, en tout cas, rentre dans la mienne. Donc à 3 ans, baby gym, et puis après j'ai testé plein de sports petites pour essayer de trouver ce qui me plaisait. Donc j'ai vraiment fait plein de trucs différents. J'ai fait du judo, alors autant te dire que clairement c'était pas pour moi. Avec mes 30 kilos tout mouillés à l'époque, je me faisais valdinguer dans tous les... C'était un peu compliqué. J'ai fait du tennis aussi que j'ai adoré. J'ai fait de la gym, puis de la gymnastique rythmique. Et voilà, après j'ai fait très longtemps de la gymnastique rythmique, et puis je continue maintenant aussi de faire d'autres sports, mais ouais.
Donc ça a été la gym, vraiment le premier sport que tu as fait, peut-être même en compétition. Exactement, ouais. Gym en compétition, je me souviens, tu vois, pour la petite anecdote, je me souviens la première compétition, je devais peut-être avoir 7 ou 8 ans. Et puis bon, tu fais des trucs de gamin, tu vois. J'avais gagné cette compétition-là et on m'avait offert un réveil. Ah ouais. Et je te jure, ça m'a marqué. Mais alors, je me souviens encore de la forme du réveil et tout, parce que pour moi, on m'avait donné, mais genre le plus beau des trophées, parce que j'avais gagné un réveil, quoi. Voilà, c'est mes premiers souvenirs. Et tu te rappelles ce que tu as ressenti sur tes premières compétitions de gymnastique, justement, peut-être même celle où tu gagnes et où tu as ce réveil. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de l'excitation? Je me souviens pas trop. Je sais qu'il y avait un peu des deux, parce que en plus j'étais une petite fille assez timide et réservée, et du coup ça me stressait pas mal, je crois. Et en même temps, je trouvais ça génial. Et je sais pas, tu vois, c'était un mélange vraiment de stress et d'excitation. En tout cas, je sais que le sport m'a aidé aussi à sortir de ma coquille de petite fille timide. Et voilà, je pense que ça m'a vraiment fait du bien aussi là-dessus. Donc, La gym, c'est pas forcément le sport le plus simple pour sortir de sa coquille. Non, clairement. Mais en même temps, tu vois, je me dis, c'est des sports à jugement, donc c'est compliqué. Ouais. Les souvenirs que j'ai, c'est justement arriver sur ce grand praticable avec une rangée de personnes qui te regardent et tu te dis... Et quand t'es petite, c'est hyper intimidant. Même quand t'es moins petite, d'ailleurs. Oui. Mais quand t'es petite, t'arrives là, c'est hyper intimidant et puis tu dois faire un truc. Enfin, je sais pas. Et je pense que ça m'a quand même permis de sortir un peu de ma coquille et de me dire, OK, t'arrives à faire ça, c'est cool. Et à sortir un peu de ma timidité. C'est tellement pas naturel comme moment. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est... ouais. Bon, voilà. Et aujourd'hui, j'imagine que tu pratiques plus trop la gymnastique. Non. Ça ressemble à quoi ton quotidien en termes de sport, que ce soit dans la pratique ou dans le travail? J'en fais beaucoup moins que ce que j'aimerais, parce que le travail prend beaucoup de place. Et puis en plus, j'habite à Paris, donc il y a plein de choses de disponibles, mais en même temps, t'as jamais trop le temps de rien faire. C'est un peu frustrant comme mode de vie, on va dire. Mais c'est de ma faute, hein. Je pourrais prendre plus le temps. Mais non, j'ai essayé de continuer à avoir une pratique quand même assez régulière. Donc j'avais commencé l'escalade que j'aimais beaucoup. J'essaie de courir aussi, hein, comme tout bon Parisien qui se respecte dans sa trentaine. Alors je fais un peu tout ça en dilettante là depuis quelques années, et en plus de ça, toujours merci la trentaine, mais j'ai des petits problèmes de dos. Ça aurait pu être les genoux. Ouais, et des genoux. Si j'ai les deux, parce que je me suis fait les ligaments croisés il y a quelques années, yes. Et qui ne cicatrisent pas bien. Donc j'ai genoux et dos, vraiment on adore. Oui, donc la course à pied c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, non. Mais donc ouais, je suis un peu. Mais tu vois, c'est un objectif aussi là. Ça me manque énormément et j'aimerais bien pouvoir refaire une pratique un peu plus régulière et retrouver ce goût du sport, voire de la compétition même, tu vois. Donc, j'ai l'impression, on parle de la trentaine, mais que le goût de la compétition à la trentaine, si on n'a pas forcément été sportif de haut niveau ou quoi, la course à pied c'est le plus simple, parce que on prend un dossard, on passe une ligne d'arrivée, on se challenge sur des chronos et tout. Et en fait, on peut pas reprendre la gymnastique, on peut pas se mettre au rugby. Enfin, c'est un peu complexe. C'est compliqué de recommencer un sport de zéro si t'as vraiment envie d'être bon. Quoique, d'ailleurs, moi j'ai toujours envie de dire, si t'as envie de faire de la danse classique à 35 ans, vas-y en fait. Alors certes, tu feras peut-être pas carrière en professionnel, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas le but. Mais oui, la course à pied, ouais, c'est sûr que je pense que c'est un des sports les plus faciles. Enfin, moi là, tu vois, j'aimerais bien vraiment me mettre au trail. Ah, ça, c'est autre lubie trentenaire, mais... un peu plus compliqué à Paris, quoi. C'est un peu plus compliqué à Paris. Dis que toi, t'as toujours été passionné parce que dans ta famille, c'était vraiment un sujet, quoi. Mm-hmm. C'était autant dans la pratique que du côté supporter, où c'était vraiment juste tout le monde fait du sport, mais on regarde pas forcément le sport à la télé, enfin... Ah non, c'était complètement ça. Bah, tu vois, là, moi, j'ai pas du tout une carrière de... T'accueilles des très grands sportifs dans ton podcast. Moi, c'est clairement pas le cas. Hein. Mais par contre, ouais, cette passion du sport et de la ferveur sportive, ça, c'est un truc qui m'ont complètement... comme beaucoup, je pense, de passionnés de sport, les Jeux Olympiques, chez nous, c'était vraiment religion. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, le monde s'arrêtait, quoi. On était devant la télé. Tout comme chez moi. Ouais, voilà. J'allais dire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce type de souvenirs-là. On était devant la télé pendant 2 semaines, on ne bougeait pas. Je voyais mes parents hurler devant la télé. Et ça, c'est des souvenirs qui sont hyper forts et qui m'ont construite aussi. Donc, c'est vrai que supporter le sport. On allait beaucoup aussi voir des matchs de basket, du volley, parce que mon père faisait du volley. Enfin, voilà. Donc, j'ai cette culture de aller supporter, aller voir le sport, que ce soit à la télé ou en live. C'est quelque chose qui a toujours été hyper important. T'as grandi avec... quels athlètes, quelles équipes?
moi petite, du coup, j'étais fondamentalement passionnée de gymnastique rythmique et à l'époque, alors maintenant j'ai bien changé mon fusil d'épaule, voilà, mais c'était tous les pays russes en plus qui dominaient à l'époque, donc les gymnastes russes, je les trouvais incroyables, ils étaient tellement souples, etc. Bon, ça c'était quand j'étais petite et fan de gymnastique rythmique, mais sinon en dehors de ça, mes parents regardaient beaucoup la natation, regardaient beaucoup l'athlétisme, qui sont les sports rois et principalement aux Jeux Olympiques, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs comme ça. Et après, un petit peu plus tard, il y a eu le tennis aussi, qui a été très important pour moi. Ça, là, pour le coup, ça a été, on va dire, une passion que je me suis créée un peu toute seule. Voilà. Parce que mes parents aimaient bien le tennis, mais sans plus. Mais c'est vrai que moi, c'est un sport qui m'a très vite passionnée, et principalement le tennis féminin. Et c'est vrai qu'à l'époque, Justine Hénin, dont je ne partage aucune parenté, d'ailleurs, je le dis. Oui, c'est vrai. On a le même nom de famille, mais voilà. Justine Hénin, toute l'époque de Amélie Mauresmo, etc. Moi, c'est des périodes qui m'ont beaucoup marquée. Toutes ces femmes, toutes ces sportives sont très marquantes pour moi. Mais voilà, après, c'était dans plein de sports différents. J'aimais tellement ça, en fait, que toutes les sportives et les sportifs me fascinaient. Tu parles des sportives parce que c'est ton fusil d'épaule quand même aujourd'hui. Ça a été une évidence pour toi d'aller sur le traitement du sport féminin dans les médias ? Ah ouais, complètement. Déjà parce que via mon histoire personnelle, on est principalement des filles dans ma famille et des femmes qui ont choisi des disciplines entre guillemets pas féminines. Voilà. Ma sœur qui a fait de la boxe, ma nièce qui fait du taekwondo, ma mère qui était professeure de PS. Et en plus, j'observais déjà à l'époque petite qu'il y avait des différences de traitement, on va dire, dans la manière dont ma mère pouvait exercer son métier et mon père pouvait exercer son métier qui était le même. Où j'avais l'impression, désolée, je vais être hyper vulgaire, mais que ma mère en chiait 2 fois plus. Qu'elle devait en faire 2 fois plus pour se faire accepter, pour être légitime en fait aussi dans son métier, alors on parle de professorat, donc c'est quand même assez hallucinant. Et je pense que du coup, toutes ces différences et toutes ces choses que j'ai pu observer ont un peu forgé ça. Et moi, après, dans mon parcours personnel aussi, tu vois, j'ai bossé avant de faire ce que je fais maintenant. J'ai commencé dans des agences de communication et d'événementiel qui étaient spécialisées dans le sport majoritairement. Et beaucoup de mes collègues étaient des hommes. Et même si je les appréciais énormément, je voyais même que dans nos discours entre midi et 2, dès que je parlais de sport féminin, on me disait ouais, toi avec ton sport féminin, on s'en fout, c'est nul. Voilà, j'ai pu avoir ce type de remarques. Donc je l'observais en fait à différents égards et je me suis toujours dit, peut-être pas toujours, mais en tout cas très vite, ok, en fait il y a un vrai sujet là-dessus. Et j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'amener ma petite pierre à l'édifice de la visibilisation. Alors même si c'est pas grand-chose, mais en tout cas d'en parler. Et ouais, ça a toujours été important. Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les 2 semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. En fait, j'ai bossé pendant 4-5 ans dans des agences où j'étais salariée, sur des thématiques qui étaient intéressantes, effectivement, parce qu'il y avait pas que du sport, mais il y avait un peu de sport aussi. Et j'étais chef de projet, en fait, dans ces boîtes-là. Mais, en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que je commençais à pas aller très bien. Donc, en fait, mon corps m'a parlé. J'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété, en fait, à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, mon corps me parle. Pareil, je suis très connectée à mon corps. Je pense que c'est lié justement au sport aussi. Et je me suis dit, ok, bon, il y a un truc qui va pas. T'es pas aligné avec ce que t'es en train de faire. C'est des très beaux métiers qui correspondent à plein de monde. Mais moi, ça m'allait pas du tout. Et ça faisait pas sens, en fait, aussi pour moi. J'avais l'impression de bosser pour des gens qui s'en foutaient. Enfin voilà, bon, bref, j'avais ce besoin, comme beaucoup de personnes, de sens. À la trentaine. Alors, j'avais pas 30 ans encore, j'en avais 26. Donc, mais ouais, de créer du sens et d'avoir l'impression d'être utile en quelque sorte, quoi. Et dans ces métiers-là, j'avais pas du tout l'impression que c'était le cas. Et en fait, j'ai atteint un tel niveau d'anxiété. En fait, j'ai fait de l'anxiété généralisée à un moment donné. Je me suis dit, ok, en fait, stop. Faut que je me sorte de là parce que ça va pas du tout. Je suis en train de mourir. Alors, pas littéralement, mais presque. Ouais. C'était comme ça que je le ressentais. Et j'ai quitté mon boulot. Enfin, voilà, j'ai eu de la chance. J'ai fait une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis derrière aussi de pouvoir un petit peu créer ce que j'avais envie de faire. Exactement. Et donc, du coup, je suis partie et au fur et à mesure, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de lancer. Et c'était vraiment les débuts de l'essor des podcasts, en fait, en France. À ce moment-là, en 2018. Et en fait, je me suis dit assez rapidement, ok,
ça me permet de parler d'une thématique qui me tient à cœur sans forcément beaucoup de moyens aussi au début, parce que tu t'achètes un bon enregistreur, des micros et hop, c'est parti, quoi. Ouais. Je m'étais dit, ça peut être une super opportunité de commencer à explorer des thématiques que tu as envie d'explorer à moindre coût. Et voilà, juste derrière, t'uploades tes pistes sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute et c'est parti, quoi. Et en fait, c'est un peu... c'est parti comme ça. Parce que c'était presque un peu la solution la plus simple dans un premier temps. Mais c'était une solution pour sortir la tête de l'eau ou c'était une solution pour prendre un virage professionnel? C'était sortir la tête de l'eau dans un premier temps. Je me suis pas du tout dit que ça allait pouvoir être une voie professionnelle par la suite. Moi, c'était ok, je lance un projet de cœur. À la base, on était deux à avoir lancé le projet et on verra ce que ça donne. Mais là, c'est un sujet qui me parle, qui fait sens pour moi. Qui match avec mes valeurs. Donc voilà, c'était juste, je lance un projet qui me fait kiffer, puis on verra où ça va, quoi. Si tu veux, j'avais pas la sensation vraiment de bosser dans le milieu du sport et d'être inclus vraiment dans cet écosystème-là. Donc ouais, là, c'était pouvoir, sans forcément avoir l'impression d'en faire partie, hein, parce qu'au final, quand tu lances un podcast, t'es pas dedans, enfin. Mais juste de pouvoir rencontrer des personnes qui ont des choses à dire et pouvoir mettre le doigt sur des sujets dont on parle pas forcément, ou en tout cas pas trop à l'époque, et en parler et mettre la lumière dessus. En fait, c'était vraiment ça ma volonté première. C'était pas je veux absolument faire partie du monde du sport et c'est ma manière d'y rentrer. Ouais. C'était juste déjà discuter de sujets qui me font kiffer, quoi. Bêtement, c'était assez égoïste presque en fait au début. Je me souviens d'une grande excitation au moment de poster l'épisode, et en plus c'est drôle parce que le premier épisode que j'ai posté, c'était avec Clémentine Sarlat, journaliste sportive. Donc c'est assez marrant quand tu retraces un petit peu après dans l'autre sens, mais qui avait accepté à l'époque, alors que c'était une vraie star du journalisme. Elle était encore en activité, parce que maintenant on la voit beaucoup moins sur le journalisme sportif. Elle est devenue podcasteuse avec un très bon podcast d'ailleurs, mais qui n'est pas sur les thématiques de sport. Je me sentais hyper honorée à l'époque qu'elle ait accepté, alors que j'avais pas d'épisode, j'étais personne. J'avais juste une idée de parler de sport féminin, ce qui n'avait pas été fait, ça n'existait pas en fait dans les podcasts à l'époque. Et elle avait aimé l'idée, et donc elle avait accepté. Je m'étais dit, waouh, mais pourquoi? C'est dingue et tout. Et j'avais ressenti beaucoup de fierté et en même temps de pression, parce que c'était pour moi une des journalistes phares et de référence dans le milieu du sport à l'époque. Et donc moi, petite non-journaliste du tout, inexpérimentée, j'allais me retrouver face à Clémentine Sarlat, donc ça m'avait beaucoup stressée. J'avais préparé plein de questions. En plus, on avait fait ça, elle reprenait son train. Donc, on s'était calé dans un hall d'hôtel. C'était vraiment rocambolesque. Il y avait du monde qui passait à côté et tout. Enfin, on avait été coupé 1000 fois pendant l'enregistrement. Donc, ça m'avait stressé encore plus. Mais et je me souviens avoir énormément coupé sur ce premier épisode, parce que je pense que j'étais un peu stressée. Ça s'entendait. C'était pas fluide, du coup, dans la manière dont je posais mes questions. Mais c'est un super souvenir au final. Et ouais, c'est la première pierre, en fait, de la suite du chemin. Et je suis très reconnaissante de la part de Clémentine. On a refait un deuxième épisode d'ailleurs 4 ans plus tard, qui est sorti l'année dernière. C'est mieux passé. Ouais. J'étais moins stressée. J'étais un peu plus assurée, on va dire, à ce moment-là. Mais c'est un très bon souvenir. À la base, j'avais pas d'audience, hein. Donc quand tu lances un podcast, tu pars de zéro. Au fur et à mesure, ça s'est construit. Et en plus, c'est vrai que j'avais eu de la chance. C'est-à-dire que quand j'ai sorti l'épisode avec Clémentine Sarlat, en plus, c'était tout le moment où il y avait les scandales dans le milieu du journalisme sportif, et il y avait eu le reportage le documentaire de Marie Portolano aussi à ce moment-là, et Clémentine avait parlé, donc elle était en plus en lumière pour ces thématiques-là, et donc j'avais halluciné, parce qu'en fait au bout d'une semaine j'avais fait 1000 écoutes sur le podcast, et je m'étais dit c'est un délire, comment c'est possible quand tu lances, pour ceux qui ne connaissent pas trop, 1000 écoutes quand tu pars de rien, c'est vraiment énorme. Donc j'avais trouvé ça complètement hallucinant, et c'est parce que voilà, c'était dans l'actualité à ce moment-là. C'était assez fou, et on va dire la communauté s'est construite petit à petit, et elle continue de se construire, parce qu'en fait, enfin voilà, je vais pas dire ouais, c'est génial, maintenant j'ai des milliers et des milliers d'écoutes. Non, c'est hyper compliqué de construire une audience, qu'elle soit fidèle aussi. Là, c'est encore un autre sujet, on en parlera peut-être après, mais il y a énormément de podcasts aussi maintenant, donc il y a beaucoup de concurrence. Les sujets thématiques de sport aussi sont beaucoup plus... Alors, pas le sport féminin, pas trop. C'est ce que j'allais dire sur le sport féminin, t'es toujours toute seule. Ouais, je suis toujours toute seule. Donc, mais parce que ça reste aussi une thématique de niche. Et je le savais très bien en lançant le podcast que
contrairement à mes homologues majoritairement masculins qui ont des podcasts de sport où ils traitent les hommes, les femmes, etc., que en étant une femme et en parlant, en donnant la parole à d'autres femmes, forcément, mon public cible était déjà beaucoup plus restreint. Je le savais. Et je savais pertinemment que j'allais jamais faire 100 000 écoutes sur un... Mais pourquoi, Cléo? On se demande. Parce que les hommes n'écoutent pas les femmes? Eh bien non, figure-toi que mon audience est composée à 85% de femmes. Ah bah c'est surprenant. Il y a quand même 15... Voilà. Donc il y a quand même 15% d'hommes qui écoutent les podcasts. Et en fait, c'est dommage parce que l'idée, c'est pas du tout d'être une femme, de parler aux femmes pour les femmes, même si bien évidemment, c'était aussi le but de pouvoir avoir... des podcasts qui parlent ou tu te sens concerné en tant que femme et qui parlent aussi de thématiques ou de sujets en lien avec les spécificités féminines, etc. Mais dans l'idéal, c'était que ça puisse aussi parler à tout le monde, c'était que les hommes puissent aussi écouter ces femmes-là qui ont des choses à dire, les parcours, les constructions de femmes, mais le fait est que en fait, ça t'intéresse pas beaucoup les hommes. Donc, en fait, en partant de ce postulat-là, je savais que mon audience, elle allait être pas très grosse. Donc, c'est compliqué aussi, c'est beaucoup plus difficile quand tu es sur ce créneau-là de créer une communauté. Par contre, la communauté, elle est géniale, quoi. Elle est à donf, mais elle est pas très grosse. En tout cas, elle est plus difficile à construire. Est-ce que tu as senti quand même, parce qu'entre le moment où tu te lances, la médiatisation du sport féminin ou même les journalistes femmes qui parlent de sport, à l'époque, en 2019, et aujourd'hui, on est en 2025, est-ce que tu sens quand même que soit tu as apporté ta pierre à l'édifice, soit que ça a changé, ou peut-être même qu'il y a des marques qui ont voulu surfer sur le sport féminin et la mode, cette mode-là, et que du coup, ça a pu aussi te porter, que ce soit en termes de partenariat ou ce genre de choses sur ton podcast? Je sais pas. Je pense qu'il y a une vague générale qui, en tout cas, est plutôt en faveur de ces thématiques-là, et tant mieux. Et d'ailleurs, tu vois, moi, j'ai envie de dire aux marques qui surfent sur ces thématiques, mais surfez, allez-y à fond, en fait. Vous êtes encore pas nombreux. Bah non, mais c'est vrai, en fait, il y a un potentiel de développement qui est énorme au niveau du sport féminin, bien plus grand en fait maintenant que je le dis à chaque fois que je croise quelqu'un, je dis mais en fait vous vous rendez pas compte, l'avenir c'est le sport féminin. En fait, maintenant, il y a une potentialité de développement qui est bien plus grande de la part des athlètes féminines et du milieu du sport féminin que du côté des mecs, en fait. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites aussi. Et, on a atteint un plafond de verre un peu avec les mecs. Exactement. Je veux dire, là, on est arrivé à... Ça se voit avec le foot, par exemple. Là, on est sur une récession au niveau du milieu du foot. Donc, c'est quand même assez parlant. Chez les mecs, je parle, bien évidemment, pas chez les filles. Et donc en fait il y a tout à créer encore, il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a encore tout à créer, il y a toute une industrie, un business à créer autour du sport féminin, et c'est le moment pour les marques d'investir en fait, parce que, et encore une fois tu vois, il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent que quand une marque investit sur une athlète féminine, le bénéfice est bien plus grand, c'est-à-dire que les gens le perçoivent comme étant plus positif, qui dégage des meilleures valeurs. Et donc, en fait, et d'ailleurs, le taux d'achat, après, de conversion d'achat, il est plus grand aussi. Donc, en fait, les femmes sont de merveilleux produits. Ça, c'est horrible de dire ça. Non, mais c'est... Non, quelle horreur. Je supprime. Non, je plaisante. Mais non, mais c'est vrai, en fait. Oui. Tu vois, il y a... L'image que véhicule le sport féminin est beaucoup plus positive aussi que l'image que véhicule le sport masculin. Est perçu de façon beaucoup plus positive. Et donc, le business associé aussi est immense. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à créer. Après, moi, sur mon média, ça n'a pas un impact énorme. Mais tu vois, ce qui me fait plaisir aussi, parce que ça, c'est des thématiques. En fait, quand tu vois dans le milieu du podcast, il y a énormément de podcasts qui sont sur des sujets de féminisme. Ouais. Donc, tu te dis, bah là, moi, je parle de sport féminin. Donc, par essence, c'est un sujet féministe. Ouais. Même si, on va dire que c'est pas que je revendique pas le podcast comme féministe, mais il l'est en fait par essence. Bah oui. Mais le truc, c'est qu'encore aujourd'hui, le sport, dans les sujets liés au féminisme, ils sont mis à part encore. Donc, tu vois, c'est compliqué de relier tout ça. En fait, le sport, et d'autant plus le sport féminin, c'est un peu encore, je trouve, un sujet bâtard, qui est ni un sujet lié au féminisme, parce qu'on n'a pas envie de le faire, de le politiser en quelque sorte, et que ça devienne un bastion du féminisme. Et c'est... pas non plus vraiment le sport, enfin je sais pas comment dire, mais tu vois, où tout le monde s'intéresse à ça, c'est encore mis à part, c'est du sous-sport pour beaucoup de mecs principalement. Et en fait, du coup, c'est un entre-deux qui est encore compliqué et qui est pas embrassé par un mouvement, par une cause. Donc c'est compliqué encore, je trouve, tu vois, de trouver un positionnement qui fait que les gens se sentent concernés et ont envie vraiment je sais pas, tu vois, de se bouger pour cette cause. Enfin,
Plus jeune, moi, je luttais pour qu'on arrête de parler de foot féminin. Ouais, je comprends très bien. Ça me faisait chier, quoi. Enfin, donc moi, je suis fan de l'OL. Donc, il y a quand même eu une grosse période où les filles de l'OL étaient quand même bien plus performantes que les mecs. Bah, c'est clair. Même encore aujourd'hui. Mais moi, j'allais dire, tu peux encore dire maintenant. Hein. Donc, et du coup, moi, ça me saoulait quand on disait, oui, il y a la Coupe du Monde de football féminin. Bah, c'est une Coupe du Monde de foot, quoi. Enfin, voilà. Toi, dans ta démarche avec ton podcast et tout, tu parles de sport féminin et c'est aussi comme ça que t'es obligé, en quelque sorte, de le caractériser parce que tu reçois que des sportives, etc. Ouais. T'en penses quoi de cette appellation-là ? Alors ça, il y a un grand débat là-dessus. Ouais. Et même moi, je t'avoue, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce qu'effectivement, comme toi, ça m'énerve qu'on soit obligé d'apposer le féminin dès qu'on parle des sports liés aux femmes parce que c'est du sport, en fait. Et en même temps, t'es quand même obligé de le caractériser. C'est toujours un grand débat et je sais que j'en ai parlé avec plein de gens, justement. Il y en a qui sont, mais il faut arrêter de toujours apposer le féminin derrière et tout ça parce que c'est réducteur, parce que du coup, on fait une différenciation entre les hommes et les femmes et ça continue de créer une différence, etc. Ce que je comprends très bien et ce avec quoi je suis plutôt d'accord. Et en même temps, voilà. Si on le fait pas, on invisibilise. Si on le fait pas, ouais, t'invisibilises effectivement en quelque sorte. Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un moment donné où pour en parler, il faut pas le caractériser aussi ? Bon, moi je le fais parce que on va dire que dans un premier temps c'est plus simple. Après même là l'idée de développement du podcast, ce serait aussi de pouvoir donner la parole à des hommes et de parler de thématiques où je sais pas, tu vois des femmes qui les ont inspirées dans leur vie, des sportifs qui les ont inspirés. Voilà, pour que ça devienne aussi plus inclusif et ne pas rester et ne pas donner que la parole à des femmes, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs parce que des fois il y a quand même des hommes qui parlent. Hein. mais voilà, en tout cas que ce soit une thématique comme je le disais tout à l'heure qui soit embrassée par tout le monde. Donc, mais c'est un vrai sujet, sujet avec lequel j'ai pas vraiment de réponse. Ouais. T'es toujours toute seule, on le disait tout à l'heure dans le milieu du podcast sport, t'es la seule encore à parler de sport féminin. Ouais. Est-ce que tu crois que t'es la seule parce que ça n'intéresse pas les gens? Ou parce que aujourd'hui t'es ancrée dans le milieu, on n'a pas forcément envie de se dire je vais être en concurrence avec Championne du Monde, le podcast de Cléo. Non, alors je pense que je suis pas assez identifiée pour que ce soit le cas. Okay. Si j'étais un gros podcast avec des milliers de followers, je dis pas, c'est pas le cas. Donc non, je pense que c'est clairement pas la raison. Il y a eu plein de podcasts qui se sont créés sur les 5 dernières années sur les thématiques de sport féminin, ça n'a jamais tenu. Donc je pense que il y a aussi, c'est un vrai, justement je pense que c'est très intéressant et c'est un vrai sujet. Il y a eu plein de podcasts très qualitatifs, hyper intéressants qui ont vu le jour. J'ai vu là qu'il y en avait d'autres qui allaient sortir prochainement. Donc c'est super, moi je trouve ça très bien, c'est pas du tout de la concurrence. Enfin, je pense que plus il y a de gens qui parlent de ce sujet-là, mieux c'est, au contraire. Mais ça tient pas, donc je pense qu'il y a c'est compliqué en fait. Tu vois, je pense c'est compliqué d'avoir un projet parce qu'on n'en a pas forcément parlé encore, mais moi, c'est pas un projet qui me rémunère. Je continue de le faire. Alors, ça me rémunère ponctuellement sur certains épisodes, certaines collaborations. Ça t'apporte des missions autres. Et surtout, moi, après, maintenant, c'est une vitrine aussi championne du monde pour mon métier à côté. Mais championne du monde à proprement parler, c'est pas un projet qui me fait vivre du tout. Donc, je pense que c'est très compliqué, encore aujourd'hui, de trouver un modèle économique et de trouver des gens qui ont envie aussi d'investir sur cette thématique-là de façon durable. Parce qu'on l'a vu, là, tu vois, sur l'année des Jeux, tout le monde s'est dit le sport féminin c'est fantastique, regardez, on a plein d'athlètes féminines à égalité, mais parce qu'ils étaient obligés d'ailleurs, c'était contractuel, hein, Paris 2024 est obligé d'avoir autant de femmes que d'hommes, que de personnes en situation de handicap, donc voilà. Mais on voit bien quand même que le soufflet, j'adore on parle beaucoup du soufflet qui est retombé dans l'épisode de Lisa Barbelin, et voilà, le soufflet il est quand même il est quand même retombé très très fort. Moi je trouve qu'il est retombé très fort, que ce soit sur le sport féminin que sur le handisport. Complètement. En fait, les deux où on avait quand même de l'espoir, on avait un peu mis des pièces dessus en se disant il faut que ça reste ensuite. C'est retombé aussi vite, quoi. Totalement, je suis absolument d'accord. Donc voilà, ce qui étaient les deux sujets un peu quand même que Paris 2024 avait mis en avant, hein, mettre en avant les femmes, les premiers jeux paritaires, etc. Super, sauf qu'en fait derrière il se passe pas grand-chose. Donc c'est la même chose pour les boîtes en fait. Je pense que quand il y a une opportunité, c'est intéressant pour eux de mettre de l'argent et de dire on fait partie de la vague, mais une fois que ça s'est arrêté, derrière il se passe plus grand chose. Et c'est pas la même, et je fais pas une généralité parce qu'il y a des marques qui continuent encore d'investir et c'est génial et il faut, et en fait c'est aussi leur rôle, je pense, de continuer à parier, à miser et à investir sur le sport féminin ou sur le handisport aussi, hein, je suis complètement d'accord, pour montrer que y a une continuité et que ça va continuer à le faire grandir. En fait, si vous lâchez le navire,
en fait, il y a un moment donné où nous derrière, que ce soit les médias, les sportives, les sportives, on peut pas tout tenir. En fait, tu vois, il y a besoin aussi. C'est comme tout malheureusement dans la vie, mais il y a aussi besoin de moyens. Donc, on a beau derrière faire des beaux projets, faire des beaux podcasts, faire des beaux médias qui se parlent de sport féminin. Si vous, derrière, vous n'investissez pas et vous ne croyez pas en ces projets, en fait, ces projets, ils meurent. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec tous les podcasts qui ont essayé de voir le jour, d'autres et autres médias qui parlent de sport féminin. C'est très compliqué, en fait, de tenir sur la longueur. Moi, je le fais parce que ça me passionne et parce qu'à côté, j'ai aussi mon activité et que je peux faire les deux et que j'ai envie de le faire. Même si je le fais pas comme je voudrais, c'est-à-dire que je voudrais mettre plus de moyens, je voudrais mettre plus de temps, mais il faut quand même que je vive à côté, donc je fais Dans un choix. monde idéal, tu fais que championne du monde? Dans un monde, non, dans un monde idéal, je fais pas que championne du monde parce que j'adore tout ce que je fais à côté et que j'en ai aussi besoin, mais je passerai beaucoup plus de temps sur championne du monde, ça c'est une certitude, ouais, clairement. Ce que tu fais à côté, tu nous en parles un peu? Ouais, en fait, sur les dernières années, comme quoi, tu vois, finalement, ce petit projet passion, à la base, est aussi devenu mon métier. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, j'ai eu de la chance de rencontrer des gens et d'avoir d'autres opportunités professionnelles plus en lien avec le journalisme ou le reportage dans le milieu du sport. J'ai beaucoup travaillé, j'ai rencontré une personne en particulier chez Eurosport, Aude, que j'embrasse parce que ça a été vraiment une personne charnière dans ma carrière et qui avait repéré le podcast et qui avait trouvé qu'il y avait un super potentiel. Et en fait, du coup, j'ai pu me rapprocher d'Eurosport et j'ai commencé à travailler avec Eurosport aussi en mon nom, en tant que, pour moi-même. Et elle m'a commencé à me faire bosser sur des missions de création de contenu, journalisme en lien avec les événements qui eux couvraient. Donc j'ai commencé à bosser là-dedans et en fait au fur et à mesure j'en ai fait de plus en plus. J'ai commencé à bosser avec d'autres personnes, puis j'ai eu des opportunités d'animer des événements, des tables rondes parce que c'est ce que je fais dans le podcast et j'adore faire ça. Et en fait après c'est sorti du milieu du podcast pour aussi animer d'autres choses. Et voilà, et puis maintenant, en fait, je suis de plus en plus sortie du cadre pour en faire mon métier maintenant, où oui, je suis speaker sur des événements, sur des événements sportifs, pour des conférences, pour plein de choses, souvent en lien avec le milieu du sport quand même. Et à côté de ça, j'ai des missions aussi d'incarnation, des sortes de piges aussi journalistiques pour d'autres médias. Donc, ça a finalement redéfini un peu mon parcours et mon chemin, quoi. Pour l'admiration, ça va être très bateau, mais c'est clairement ma maman. C'est une réponse facile, mais en même temps qui est véridique parce que je trouve que c'est elle en partie qui m'a donné la passion du sport. C'est son métier, elle en a fait son métier, c'est toujours sa passion aujourd'hui. C'est drôle parce qu'on s'entend très bien, mais on s'appelle pas, on n'a pas une relation fusionnelle, on s'appelle tous les jours. Mais par contre, dès qu'il y a une compétition sportive qu'elle sait que je regarde, j'ai toujours le droit à « tu regardes la compétition ?» et on commente toujours toutes les deux à distance. Là, en ce moment, c'est le biathlon. Dès qu'il y a une course, elle dit « tu regardes ?» et tout, machin. Et donc, on commente ensemble. Oui. Voilà, elle est à fond. Et ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que ça n'a pas toujours été facile aussi dans sa carrière professionnelle, comme je le disais au début. La considération de ses homologues masculins dans le cadre de sa pratique. Et voilà, elle m'a raconté plein de choses où c'était difficile, où on lui parlait même pas. On allait voir ses collègues parce que c'était une femme et donc du coup on ne pouvait pas, c'était pas elle, comme si c'était une sous-personne, une sous-professeure de PS, etc. Donc je l'admire beaucoup. Elle a toujours fait ça avec énormément de caractère et de dignité. Et c'est pour ça que très clairement je l'admire énormément. La frustration, très clairement pour le coup, je vais parler de mon podcast parce que c'est toujours compliqué quand on met énormément d'énergie dans un projet de voir que ça n'a pas forcément l'impact qu'on aimerait que ça ait, comme dans n'importe quel projet d'ailleurs. Et c'est vrai que des fois, je me dis, ça m'énerve, en fait, ça me frustre énormément de voir que les gens s'en fichent. Enfin, et je parle pas forcément de mon podcast, mais de la thématique du sport féminin en général et que, exactement ce qu'on se disait avant, en fait. C'est hyper frustrant. Et aussi, quand toi, tu mets énormément d'énergie sur un sujet, de voir que derrière ça suit pas forcément et en même temps c'est normal parce que tu peux pas emmener tout le monde avec toi mais c'est vrai que moi ça m'a aussi ça a nourri énormément de frustration chez moi parce que j'ai envie d'embarquer tout le monde, parce que j'ai envie que les gens s'intéressent à ces thématiques, j'ai envie que ça prenne plus d'ampleur,
qu'il y ait plus de gens qui soient là, quoi, tu vois, que j'ai envie que ce soit des sujets qui fassent plus d'audience, voilà. Donc ça peut générer malheureusement aussi un peu de frustration, très clairement. Je comprends que ça génère de la frustration et tout, mais est-ce que parfois tu te dis quand même que le travail que tu as mené, même pour certaines sportives qui passaient pour la première fois dans des médias, ça a quand même eu son impact positif Oui, je pense. Tu vois, encore hier, j'ai reposté la story, mais il y a une jeune femme qui a commenté le dernier épisode là, sur Gabriela Papadakis en disant que c'était sa safe place et que ça lui faisait du bien d'écouter les épisodes. Moi, quand je reçois ça, il m'en suffit d'un dans le mois et c'est bon, je suis repartie. Le carburant est remis. Ouais, exactement. Parce que je me dis, waouh, ok, ça sert, il y a des gens que ça aide, ou en tout cas, qui passent en tout cas un bon moment. Et je sais que pour certaines sportives aussi, je pense principalement au format aussi 20-24 que j'avais fait l'année dernière, qui étaient plutôt, on va dire, des sportives jeunes et émergentes, où pour la plupart, c'était la première fois qu'elles parlaient dans un micro et qu'elles faisaient du podcast. Et je sais qu'il y a un vrai impact positif et que c'est fondateur aussi, peut-être pour certaines. Donc oui, forcément. Mais c'est frustrant de voir qu'ils sont si peu écoutés alors que c'est hyper intéressant. Ouais, oui, mais bon après ça c'est à moi de bosser aussi, hein, c'est d'essayer de communiquer et d'essayer de faire que la communauté grandisse. Ça se fait pas naturellement non plus, hein, et surtout sur les réseaux pour se faire sa place c'est pas facile. Donc c'est aussi du boulot, hein, c'est du travail. Donc c'est de la frustration, mais en même temps je me dis toujours oui, mais si t'as pas envie d'être frustré, fais-en plus, etc. Donc voilà. Sur la joie, je vais peut-être faire pareil aussi un peu une réponse un peu bateau, mais en fait c'est les moments de partage. Qui je trouve sont les plus forts et on le dit souvent hein, quand tu as un moment d'émotion seul c'est déjà génial mais partager la joie et ça prend encore une autre dimension et que ce soit sur les compétitions sportives ou devant la télévision, on parlait justement partager les Jeux Olympiques, regarder les Jeux Olympiques toute seule c'est génial, mais partager ça et hurler à plusieurs devant la télé aussi c'est génial. Et donc ces moments de joie en fait c'est vraiment les moments partagés. Et moi, que ce soit avec ma famille ou mes amis ou ou même à moi petite échelle de sportive quand je faisais des compétitions mais que j'étais avec mes copines. Enfin voilà, ça prend une dimension qui est tout autre et du coup cette joie là en fait la joie elle est décuplée en fait dans ces moments là et donc je le lis vraiment à l'aspect partage quoi. T'arrives à vivre tes émotions quand tu regardes du sport à plusieurs. Tu mets pas de barrière sur l'explosion, les cris, les larmes. Non, au contraire, je crois que tu vois par exemple ça m'est arrivé. Je suis épatée. C'est vrai. Non, je crois que je les contiens beaucoup plus quand je suis toute seule parce que je suis quelqu'un qui pleure très peu dans la vie, mais par contre devant le sport c'est une catastrophe. Je suis une fontaine à eau, le robinet est ouvert tout le temps. Je pleure. C'est vraiment le truc qui fait appel à mes émotions assez profondément. Et quand je suis toute seule, du coup, je sais pas, j'ai presque plus de pudeur à exprimer mes émotions. Quand on est plusieurs, ouais, je sais pas, ça me dérange pas en fait de pleurer ou de crier ou non, je m'en fous. Au contraire, je sais pas parce que tu les vis, tu les partages, donc je trouve que c'est plus facile presque. Est-ce qu'il y a un truc qui t'agace vraiment dans le traitement médiatique du sport féminin ? Alors, je trouve que ça s'est vachement amélioré quand même. Maintenant, on n'essaie pas à tout prix de créer des histoires. Ça, c'était hyper intéressant. J'animais l'année dernière une conférence pour la Fédération française de rugby. Et je suivais l'équipe de France de rugby à 7 chez les femmes. Et en gros, donc moi, j'animais cette conférence-là. Il y avait Claude Onesta qui intervenait. Enfin, bon, bref, voilà, il y avait plusieurs intervenants. Et dans le public, il y avait des journalistes et des journalistes de l'équipe, pour ne pas les citer. Et en gros, à un moment donné, c'était intéressant. Et ces journalistes-là, en fait, suivaient sur toute l'année l'équipe. Et il y avait les parents, en fait, c'était une conférence pour le staff, les parents, l'entourage des joueuses. Enfin voilà, il y avait toute la famille en fait des joueuses et les parents pouvaient poser des questions et aux invités de la table ronde. Et aux journalistes, en fait, à un moment donné, il y a une maman qui demande aux journalistes, oui, mais moi, je trouve qu'on entend beaucoup moins parler des filles quand même dans les médias. Il y a une différence de traitement. On n'entend parler que d'Antoine Dupont, etc. Et les filles, alors qu'elles étaient vice-championnes olympiques, on n'en parle pas, etc. Et le journaliste avait répondu, peut-être, mais je suis pas non plus complètement d'accord parce que ce qui est intéressant avec les femmes, c'est qu'on prend des angles différents. On n'en parle pas de la même manière. Voilà. On va peut-être être plus axé sur les histoires
Et en fait, ça m'a énervée, mais alors total, parce que j'étais là, ok, donc en fait, déjà, de un, ce qui veut dire que vous faites une différence de traitement entre les femmes et les hommes. Parce que ça veut dire quoi? Que quand les femmes, elles performent, vous n'allez pas en parler de manière... en fait, quand une femme fait un résultat, tu parles du résultat. Tu vas pas lui dire, ah oui, elle a une très belle histoire. Alors certes, je comprends. Tu peux traiter les choses différemment et aussi pour intéresser les gens, tu as besoin de trouver des angles différents que la performance. Mais en fait, tu peux pas tout baser là-dessus. Ouais, après Antoine Dupont, on parle que de sa performance, tu vois. En vrai, qu'il est fils de paysan, on le sait parce qu'on s'intéresse au sport, mais en fait... Oui, on parle de sa performance. Oui, très clairement. Donc en fait, tu vois, c'est ça. Donc je trouvais que c'était symptomatique du fait de dire, sans le dire, que le traitement médiatique était pas le même quand même entre les femmes et les hommes. C'est de mieux en mieux, je suis d'accord, effectivement. Mais quand tu regardes, je trouve quand même, tu vois, quand tu regardes par exemple les Jeux Olympiques, j'ai demandé autour de moi qui retenait. Et tout le monde m'a dit Léon Marchand, Teddy Riner et les frères Lebrun. Et tu fais, ok. Et Cassandre Beaugrand, Pauline Ferrand-Prévôt, enfin, elles ont fait des médailles d'or aussi, tu vois. C'est jamais sorti. Jamais. Et je veux dire, leur performance, elle est tout aussi incroyable. Voire, enfin, Pauline Ferrand-Prévôt, elle a tout gagné. Elle a un parcours qui est juste extraordinaire. Cassandre Beaugrand, pardon. J'y arrive plus. Cassandre Beaugrand, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire aussi. Enfin, c'est... Et non. Enfin, tu vois, la manière du coup dont on en a parlé, on en a peut-être moins parlé, on les a moins mises en avant, enfin, et donc on les retient pas en fait. Donc ça veut bien dire qu'il y a une différence de traitement médiatique quand même qui a été fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah, je suis d'accord. Moi, ça m'a presque même mis en colère et je me suis même mis à avoir un peu de rancœur contre Léon Marchand alors que le pauvre il y est pour rien. Alors, parce que j'étais là, mais en fait, moi, Pauline Ferrand-Prévôt, ça a été mes premières larmes des Jeux, mais si fort, quoi. Ouais, c'est clair. Et oui, ce qu'il a fait, c'est grandiose, mais en fait, les filles, il y a Althea Lorrain aussi. Personne n'en a parlé. Elle a été complètement invisibilisée. Fou, enfin, ouais, moi, ça m'énerve. Je suis bien d'accord. Non, mais tu vois, c'est ça. Tu vois, Althea Lorrain, pareil, en fait, c'est historique. Il y a jamais eu de médaille d'or en taekwondo, jamais. Et en plus, c'est une femme et elle a un parcours. Elle était championne du monde. Enfin voilà, on n'en a pas du tout entendu parler. Je pense que tu dis Althea Lorrain à n'importe qui aujourd'hui, ils ne savent pas qui c'est. Ouais. Je trouve ça terrible et terrifiant que d'autres performances, et en l'occurrence, alors le Léon Marchand, bien évidemment, c'est un ovni, mais ça a invisibilisé tout le reste, et particulièrement les femmes. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Est-ce que, tu vois, pour moi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'utilisation du terme sport féminin. Et c'est pour ça, moi aussi, que je suis un peu revenue là-dessus. Parce que je me rends compte que si tu poses la question à quelqu'un en lui disant quel athlète tu retiens des Jeux, ce sera forcément un homme. Alors que si tu dis quelle sportive tu retiens des Jeux, et ben là, du coup, ils vont se mettre à réfléchir en disant ah oui, il y a eu Clarisse, il y a eu Pauline. Mais en fait, quand tu utilises un terme générique, bah dans la tête des gens, c'est forcément les hommes. Ah, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je te disais finalement, je suis revenue dessus parce que ça permet de, si on dit pas sport féminin, on invisibilise automatiquement les femmes. Je suis complètement d'accord. Et j'avais fait il y a un an tout pile, justement avant les Jeux, j'étais allée faire un micro-trottoir. Et en fait, j'avais demandé aux gens quels sportifs ils allaient suivre pendant les Jeux. On m'a dit Teddy Riner, on m'a dit Florent Manodou, voilà. Et dès que je demandais sportive, plus rien. Et c'est-à-dire que il y a sur la vingtaine, trentaine de personnes que j'ai interviewées, il y a 2 personnes qui ont pu me sortir des noms de sportives. 2 personnes. Alors, et c'était monsieur et madame tout le monde dans la rue à côté de chez moi. Donc, tu vois, c'est encore que le problème, il est persistant, même chez les gens, en fait, dans le public général. Les gens, comme ils ne les voient pas, ils ne les connaissent pas. Et c'est terrible. Toi, tu as eu la chance de vivre les Jeux de l'autre côté de la barrière, que ce soit Tokyo avec le Parc des Champions, le Trocadéro et tout, ou Paris où tu étais carrément dedans, quoi. Franchement, tu as bossé pour TikTok France, tu as bossé pour Eurosport aussi, il me semble, pendant les Jeux. Est-ce que on arrive à vivre les émotions de la même manière que quand on est derrière sa télé et qu'on parle à personne pendant 15 jours? Non, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, tu vois, Paris 2024, c'était incroyable, parce qu'effectivement, je bossais, donc j'étais au Club France pour Eurosport, et je bossais pour Paris 2024 aussi directement, où je faisais tous les jours une brève des événements marquants de la journée, en fait, pour leur TikTok. Et donc, c'était très intense. J'alternais ça pendant 2 semaines, plus aussi les Jeux para. Et non, et en fait, du coup, j'ai pas vu grand chose, en fait, des compétitions. Il y avait un grand écran, heureusement, au Club France, donc je suivais comme ça un petit peu, mais t'es moins dedans, en fait. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que t'es plus dedans, parce que t'es vraiment au cœur, mais t'es moins dans les émotions du sport, parce que tu les suis pas, parce que tu suis pas les compétitions en direct.
tu suis moins les parcours des sportifs. Donc, c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal, ouais. Ça t'a plu quand même, ou finalement, ce truc de le vivre juste en tant que public, ça manque un peu? Bah, ça m'a plu parce que moi, j'adore ça et que j'ai eu l'occasion après, c'était incroyable. J'étais au Club France, donc tous les médaillés français, je les ai vus. J'ai pu interviewer une très grande partie. Donc, c'est génial. Puis, t'as des ambiances de fou. Sur le plateau d'Eurosport, c'était complètement dingo. Là, quand l'équipe de volley est venue, c'était n'importe quoi. Même le premier jour avec l'équipe de rugby à 7 des mecs, c'était n'importe quoi aussi. C'est parti, ils ont envoyé Antoine Dupont dans le public. C'est des images incroyables et des moments exceptionnels que je revivrai jamais. Donc, c'est sûr que c'est top. Mais en termes d'émotions pures de compétition, je les ai pas eues. Moins eues, en tout cas. Donc, c'est différent. J'ai adoré. Mais c'est vrai qu'il me manquait juste un petit peu ce truc de suivre la compétition en live et de vibrer avec tout le monde, quoi. Mais bon, je vais pas me plaindre. Hein. C'était quand même une grande chance. Et en même temps, là, tu vois, je vois l'hiver prochain, il y a Milan. Si tu te retrouves à retourner dans le public, tout simplement... Ce qui va être le cas, je pense, d'ailleurs. Ah ouais. Ok. Et tu penses pas que t'auras un peu une forme de frustration? Probablement, parce qu'on n'est jamais content. Oui. Quoi, on est français. Ouais, c'est clair. Je suis pas sûre. En tout cas, j'ai pas d'opportunité. Et je suis pas sûre que ce soit le cas là sur les Jeux d'hiver à venir. Donc, il est fort probable qu'effectivement là, je les vive derrière mon écran. Donc, on verra. Écoute, je te dirai. On en mais reparlera. Oui. Ouais, c'est clair. Mais certainement. Mais c'est certain. J'aurais envie d'être avec les athlètes. J'aimerais être avec mon micro et leur poser des questions. C'est sûr. Mais bon, écoute. C'est quoi les prochaines étapes pour toi, que ce soit sur la partie sport sans championne du monde et sur la partie championne du monde? Bah, vis-à-vis de championne du monde, là, j'ai vraiment envie de relancer une dynamique parce que là, sur l'année 2024, comme j'ai beaucoup travaillé en lien avec les Jeux Olympiques, j'ai un peu laissé le projet de côté. Il y a eu que quelques épisodes et voilà, là, j'ai envie de vraiment repartir avec une bonne dynamique. J'ai une nouvelle équipe aussi autour de moi, Marie qui m'accompagne là maintenant au quotidien avec Front Row, sa boîte. J'ai un producteur aussi, Sepia, qui m'accompagne aussi dans la production des épisodes. Donc, j'ai des super personnes autour de moi et j'ai envie de relancer vraiment le podcast et d'essayer de lui donner encore une nouvelle, plus d'ampleur. Donc, voilà, ça, c'est l'objectif pour le podcast et continuer à traiter des sujets intéressants, de l'actualité. Enfin, voilà, c'est ce qui me fait kiffer. Donc, continuer de le faire. Et après, moi, d'un point de vue personnel, c'est pareil, c'est développer mon activité avec des missions intéressantes qui font du sens. Voilà, là, tu vois, demain, j'anime la Sine Qua Non Run, qui est une course où tous les bénéfices sont reversés à des associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Donc, je suis très honorée. Je l'avais déjà animée l'année dernière, je la réanime cette année, donc je suis très contente. Voilà, c'est ce genre de projet. Et puis des projets qui font moins sens aussi, mais qui sont intéressantes. Donc, continuer à développer. Et c'est pas évident parce que tu sens qu'il y a aussi, tu vois, il y a la petite baisse post-JO aussi d'un point de vue pro qui s'opère. Donc, il faut être optimiste. Il faut tenir le coup. Faut tenir le coup et se dire que de toute façon, c'est cyclique aussi. Ça va revenir. Il y aura les Jeux de Milan-Cortina aussi l'année prochaine. Donc, il va y avoir d'autres choses qui vont se faire. Mais ouais, j'ai envie. Moi, j'adore. En fait, je suis passionnée par ce que je fais. J'aime trop. J'aime donner la parole aux gens, j'aime animer ces événements, c'est des choses qui me font vibrer, donc j'ai envie de pouvoir continuer de le faire de plus en plus, voilà, sur des sujets qui sont intéressants et voilà. Toi, il y a des sujets comme ça qui m'hérissent le poil. Ouais. Ou en tout cas que du coup, tu as voulu traiter dans le podcast d'une autre manière pour essayer de comprendre aussi pourquoi c'était un sujet ou pas, tu vois. Oui, non, c'est pas que ça m'énerve, mais il y a des sujets que je trouve importants, tu vois, tous les sujets liés à la santé mentale, par exemple. Je trouve ça important et je trouve que chez les athlètes, c'est aussi un peu différent. Et en fait, globalement, moi, ce qui m'énerve, c'est que, en fait, quand tu vois, là, je vais parler d'un point de vue, c'est que j'ai discuté, j'ai fait pas mal de podcasts aussi avec des scientifiques, etc. Et en fait, toutes les études, tout dans le sport est fait par et pour des hommes. Et que ce soit les plans d'entraînement, que ce soit médicalement parlant, la prise en charge médicale, tout a toujours été créé, sur le, en fait, la figure de référence, c'est l'homme, c'est pas la femme. Donc en fait, effectivement, il y a des dissonances qui existent en permanence sur la prise en charge des femmes dans le milieu du sport. Et ça, je trouve que c'est hyper important et j'ai envie d'en parler et j'ai envie, voilà, de pouvoir dire que, en fait, c'est différent, qu'il faut prendre les choses aussi à part. Sans forcément encore, c'est toujours, tu vois, le piège aussi, sans forcément faire une vraie différence entre les hommes et les femmes, parce que on va encore dire, bah oui, mais du coup, vous voulez l'égalité, mais regardez, vous dites que c'est différent.
Oui, bon, bah écoute... Ces gens-là, ils écoutent pas Championne du Monde. Ouais, j'allais dire, écoute Jean-Pierre, retourne dans ta caverne et va manger tes chips devant ta télé, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, si tu cherches pas à comprendre non plus, c'est compliqué. Ouais, je sais pas, en fait, c'est global. C'est vraiment mettre un projecteur sur les parcours là. Alors, il y a un vrai enjeu de visibilité parce qu'en fait, encore une fois, c'est quand on... Je crois que c'est Billie Jean King qui disait ça, mais si tu le vois, tu peux l'être. Et en fait, bah ouais, c'est vrai, quand tu le vois, tu peux l'être parce que juste ça existe, parce que du coup, on donne de la visibilité, on lui donne la parole, ça prend de la place dans la société, en fait. Et ça, c'est un vrai problème en général chez les femmes, c'est qu'on donne pas encore vraiment sa place aux femmes dans la société. Elles prennent pas encore assez de place, quoi. Tous les masculins vont dire oh là là, pourtant les féministes et tout, on les voit partout. T'es en train de me faire abandonner tous mes auditeurs masculins. Mais non, pas du tout. Mais non, au contraire. Je rigole. Hein. Restez. Mais bien sûr. Mais moi, je veux juste que le combat, il soit pour tout le monde et par tout le monde, tu vois. Donc, c'est justement, c'est des prises de conscience. C'est juste se dire que, ok, on est tous ensemble dans ce truc-là et on parle de tout le monde et tout le monde a sa place. Et voilà, c'est juste ça, moi, le message que j'ai. Hein. Restez avec nous. Bien sûr. Toujours. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Bah non, bah surtout, j'ai l'impression que j'ai encore tout à faire. En fait, j'ai l'impression d'être encore un petit poussin qui est au tout début de tout. J'ai pas, du coup, l'allégorie s'arrête là, mais. Tu sors de ta coquille, quoi. Voilà, exactement. Je sors petit à petit de ma coquille. Il y a encore de la coquille à casser. Merci, très bien. Mais oui, non, j'ai l'impression que il y a tout à faire, que j'ai tout à faire et qu'il y a tout à faire et que c'est déjà, j'ai beaucoup de chance en tout cas d'être là où je suis et de pouvoir faire ce que je fais. Très clairement, je me sens très chanceuse, mais que j'en suis encore qu'aux prémices et que je suis enfin, mon podcast il est tout petit, moi ce que je fais c'est super, mais voilà, c'est très bien. Et si ça restait comme ça, je pense que je serais pas frustrée non plus parce que je continuerais de me sentir utile et de faire quelque chose qui me passionne. Mais voilà, t'as toujours envie que ça prenne plus d'ampleur, que ce soit plus grand, que ce soit plus écouté, que ce soit plus. Donc ouais, bien évidemment, j'ai envie de continuer à travailler dans ce sens-là. Tu nous as dit tout à l'heure que quand tu étais petite, c'était les athlètes, les sportives russes en GRS que tu admirais. Ouais. Aujourd'hui, c'est quel sport qui t'inspire, enfin que t'aimes particulièrement? Ça peut être quel sport au pluriel. Hein, et quels sont les athlètes qui t'admirent et que tu aimes vraiment regarder, encourager, soutenir? Tellement. Franchement, et ça là-dessus, tu vas dire c'est une réponse politique, mais c'est vrai. Enfin, c'est et d'autant plus maintenant que je suis rentrée un peu plus dans l'intimité, on peut pas vraiment dire ça, mais des sportifs, parce que j'en ai interviewé plus de 80, je crois, maintenant. Et donc, tu passes des moments, alors t'as ce qui est enregistré et il y a tout ce qui se passe avant et après. Et en fait, tu parles de tellement de choses, tu parles de tellement de sujets qu'en fait, moi, des sports dont j'en avais strictement, enfin, pas rien à faire, mais en tout cas, qui m'intéressaient pas, genre la lutte gréco-romaine, par exemple. Bah, en fait, de parler avec Kumbala Rock, bah, en fait, je me suis dit, waouh, en fait, c'est hyper intéressant. Et maintenant, si je peux regarder et suivre, je le fais. Alors qu'en toute honnêteté, même encore maintenant, c'est pas un sport qui me transcende. Mais si, en fait, parce que Kumba, parce que des personnalités, je trouve ça passionnant. Et je dois dire quand même que c'est vrai que les parcours, moi, qui me touchent, c'est des parcours qui sont un peu contrariés aussi. C'est des personnes qui ont peut-être eu des difficultés, tu vois, des sportifs qui ont vécu des blessures, qui ont vécu des déconvenues, qui ont eu des moments très très bas. Je trouve parce que c'est forcément, et il faut pas forcément avoir des moments bas pour être inspirante dans la vie, mais ça donne de l'épaisseur aussi un petit peu au parcours et c'est intéressant. Et je trouve que c'est souvent des personnalités qui sont peut-être plus complexes et qui ont dû réfléchir à leur carrière. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, effectivement, alors c'est rarement tout beau tout rose une carrière de sportive, mais c'est vrai que les personnalités qui ont dû vivre des moments difficiles ont été forcées à un moment donné de regarder qui elles étaient et comment elles voulaient faire les choses. Et en fait, du coup, je trouve que ça amène de la complexité à leur parcours et du coup, bah, quelque chose de plus riche. Donc, c'est vrai que... Du coup, ça te procure plus d'émotions quand tu les vois réussir, quand tu les vois perdre. Ouais. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va, moi, personnellement, me toucher encore plus. Si tu pouvais revivre une seule interview dans toutes celles que tu as menées avec Championne du Monde, tu choisirais laquelle? C'est hyper compliqué. C'est impossible de répondre à cette question. Mais vraiment, je te demande de choisir entre tes enfants. Ouais, clairement.
Non, c'est impossible. Et surtout, je vais pas. Tu vois, ce que j'ai envie de répondre, c'est les liens qui se sont créés derrière, en fait. Ça va pas forcément être les meilleures interviews ou les interviews les plus intéressantes, mais c'est celles du coup qui ont été créatrices de liens par derrière et des amitiés en fait que j'ai créées. Donc, voilà, tu vois, moi là, comme ça, spontanément, j'ai envie de te dire, du coup, Gabriella Papadakis, parce que derrière, l'épisode est il y en a 2 maintenant, mais les épisodes sont hyper intéressants, et en plus, c'est quelqu'un qui compte pour moi dans ma vie, c'est devenu une amie, et je suis avec une rencontre via le podcast. Avec une rencontre via le podcast. C'est la même chose avec Julia Simon, par exemple. On s'est rencontrés via le podcast, et maintenant, c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur. C'est ces moments-là qui sont importants pour moi, parce que c'est des personnes maintenant qui comptent dans ma vie. Donc voilà, c'est ce que je vais dire, quoi. Et si tu devais échanger de vie le temps d'une journée avec un athlète de haut niveau ou une athlète de haut niveau, tu choisirais qui ? Aucune. Ah ouais, tu les as trop côtoyés, tu sais que c'est niette. Non, mais c'est des vies qui sont particulières quand même. Hein. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. T'as tellement de contraintes. Après, tu vois, il y en a beaucoup qui parlent de sacrifice. Et il y en a plein qui aiment pas utiliser le mot sacrifice, et je comprends. Parce qu'il y en a plein qui le font de leur plein gré. Enfin, je veux dire, on les force pas à faire ça. Hein. Donc, un sacrifice, je trouve c'est fort comme mot. Mais oui, c'est des compromis plus. Oui, voilà. Et elles ont des vies qui... Non, franchement, moi, je n'échangerais pas ma vie avec une sportive. Même si j'aurais adoré vivre ces vies-là. Je trouvais ça génial. Mais maintenant, j'aime bien ma vie, quoi. Tu te construis ton parcours. Ouais, exactement. et je les admire, mais de tout mon cœur. Et je trouve que c'est incroyable tout ce qu'elles font. Et elles sont fascinantes et merveilleuses, toutes à leur niveau. Mais voilà. À quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais dans Tribune et Podium ? Tu vois, alors pour pas aller dans les sportifs de haut niveau, parce que comme je suis pas sportive de haut niveau, mais je pense qu'une personne, une autre journaliste, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est Cécile Gray. Je l'adore. Ouais, moi aussi. J'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, mais je l'ai écoutée sur plusieurs conférences et j'adore sa vision des choses. Et je pense qu'elle a plein de choses. Et elle est encore. Enfin, moi, voilà, elle est au top, quoi. Tu vois, c'est vraiment la top journaliste. Et probablement qu'elle a encore plein de rêves qui sont pas accomplis. Complètement. Et je pense qu'elle a des milliards d'anecdotes et plein de choses qu'elle a vécues qui sont extrêmement parlantes. Donc, je pense que ce serait un profil incroyable. Ouais, je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Cléo. Merci à toi. C'était trop cool de pouvoir parler avec toi et de partager sur le sport féminin, mais aussi le fait de vivre le sport de haut niveau d'une autre manière. Donc, merci beaucoup. Merci. Et puis, vive le podcast. C'était marrant d'être de l'autre côté cette fois-ci. De ne pas poser les questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!